Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode du Grand Saut. Aujourd'hui, on tourne la table de côté. C'est Samuel qui va m'interviewer, qui va me poser des questions. Et puis, je vais répondre. J'ai aucune idée c'est quoi les questions qui vont m'être posées. Puis, il va falloir que j'apprenne à patiner avec... Le gros dilemme dans tout ça, c'est que Sam, il me connaît très, très bien. Ça veut dire qu'il peut aller dans des coins qu'on ne peut pas nécessairement aller. Fait que je te laisse, mon Sam. Let's go! Ben oui, ben, je suis content. Puis je pense que c'est une bonne idée, Dominique, pour qu'on va pouvoir creuser peut-être plus en détail. Puis avec les questions que je vais te poser, puis les réponses que tu vas me donner, si c'est pas les réponses que je cherche, je vais pouvoir creuser plus loin aussi. Exact. Ça me donne un peu de leverage aujourd'hui. Fait que, tu sais, le podcast Le Grand Saut, j'ai écouté vraiment tous les épisodes. On parle d'entrepreneuriat, on parle beaucoup de mindset, c'est quoi les épreuves qu'on a dû passer à travers, puis tout ça. Puis, Dominique, aujourd'hui, on va faire le tour. On va faire le tour de ta carrière d'entrepreneur. Peut-être qu'on pourrait commencer avec, c'est quoi pour toi un entrepreneur? Je pense que c'est vague, là, mais un entrepreneur, d'après moi, c'est une personne qui est... Je vais répéter un peu ce que je veux dire. Souvent, ils vont dire un entrepreneur, c'est une personne qui va inventer ou qui va créer quelque chose, mais je pense que nécessairement, un entrepreneur ne veut pas nécessairement dire quelqu'un qui va créer quelque chose, plutôt que quelqu'un qui va prendre quelque chose qui existe déjà puis qui va l'apporter à un autre niveau, qui va créer une valeur. C'est plus ça, à mes yeux, à moi, un entrepreneur. Fait que ça pourrait être un salarié, ça pourrait être un travailleur autonome, ça pourrait être pas mal n'importe qui dans la vie de tous les jours qui ont un projet puis qui l'amène à la prochaine étape. Exactement. Entrepreneur, c'est juste d'être capable de dire, de prendre quelque chose qui existe et ou de l'améliorer et ou de créer un besoin, du moins d'apporter une valeur dans un marché donné. OK, good, parfait. Puis tu dirais que ta carrière à toi d'entrepreneur, c'est quand que ça a commencé? J'ai tout le temps été... tout le temps eu un volet assez entrepreneur. Ça dépend dans quelle sphère. Mais j'ai toujours voulu... Je pense qu'il y a un côté d'un entrepreneur où il y a tout le temps une petite rébellion à l'interne. Il y a tout le temps un petit côté, je te dirais, qui veut changer les choses. Il y a un peu de la misère avec l'autorité ou autre. J'ai tout le temps eu ça en dedans de moi. Donc, j'ai tout le temps été quelqu'un qui n'aimait pas se faire dire quoi faire ou comment le faire, mais qui devait le faire. Puis même si jamais je devais me casser la gueule par moi-même, puis tomber, puis me relever, c'était comme ça, tu comprends? T'as-tu des exemples? J'en ai une panoplie, mais on pourrait passer la journée ici. Mais tu sais, j'ai commencé très, très jeune. Tu sais, quand j'étais jeune, je veux dire, même à l'école, je vendais des paquets de gomme, je vendais des gourous, je vendais pas mal tout ce qui pouvait me tomber sous la main. Après ça, j'ai travaillé dans les vitres teintées automobiles. Je faisais des vitres teintées. J'ai pris la décision de lancer ma compagnie de vitres teintées automobiles. Et puis, après un certain temps, je me suis dit, OK, j'aime comment c'est fait, mais je pense que ça peut être optimisé, ça peut être mieux. Puis, c'est vraiment comme ça. Fait que ça a commencé, je te dirais, à l'âge de 13 ans, j'ai commencé à vendre un peu tout ce qui me touchait sous la main. Là. Puis, mais est-ce qu'à ce moment-là, tu te disais, je suis un entrepreneur, je vais vendre des paquets de gomme, je vais vendre des gourous, puis tout ça, ou pour toi, ça a toujours été dans toi, puis ça a juste à donner, puis que... Je me suis jamais dit ou je me suis jamais levé un matin, puis je me suis dit, je veux être un entrepreneur aujourd'hui. Je pense que t'as pas besoin de te le dire. C'est soit que tu en es un ou tu n'en es pas un. Puis c'est pas fait pour tout le monde, puis c'est bien correct. Là. Ça, il faut le comprendre. Ouais. Là. Il y en a des gens qui aiment bien le titre puis que c'est affiché partout sur leur Instagram, mais qu'en vérité... C'est sûr que c'est en mode dans ces temps-ci. C'est une mode, mais je pense que c'est quelque chose que tu as en dedans de toi, mais qui se développe si tu ne l'as pas. Mais faut pas que ça soit la conquête d'un titre. C'est pas un titre, entrepreneur. D'après moi, c'est des valeurs puis des qualités que tu as ou que tu n'as pas. Là, tu as dit que ça a commencé à 13 ans, tu vendais de la gomme, des gourous, puis tout ça, puis tu as eu une entreprise de vitres teintées. Ouais. Quand tu dis que tu as une entreprise de vitres teintées, c'est-tu ta première entreprise? C'est-tu ta première expérience? Pas la première expérience de vente, mais c'était ma première expérience de compagnie, si on peut dire. Okay. Donc, ça a été la première fois que j'ai acheté un camion. Quand j'ai parti ma compagnie de vitres teintées, j'avais 16 ans. 16 ans. J'avais un petit pick-up, j'ai vendu, j'ai acheté un Hyundai, un petit Hyundai Accent, puis j'avais acheté un Ford Escape rouge. Puis c'est la première fois que j'avais lettré mon char. Je faisais ça, oublie pas, je faisais ça les soirs, les week-ends, je faisais ça un peu partout, puis à un moment donné, ça prenait de l'engouement, mais c'est la première expérience que j'ai eue de gérer une business, d'aller chercher des clients.
Parce que j'avais mis des ads en ligne. Donc, Ouais. j'avais mis des ads sur Kijiji, sur dans ce temps-là, il n'y a pas Marketplace, mais sur les packs puis Kijiji. Le monde m'appelait pour faire des vitres. OK. Mais plus loin que ça, c'est que moi, j'avais commencé à travailler pour Pelletier Vitres Teintées. Puis Pelletier, ce que je me rendais compte, c'est qu'eux autres, leur contrat venait de concessionnaire. Donc, j'ai compris que pour avoir de la business, il fallait que j'aie une source récurrente. Fait qu'il fallait que j'aille chercher quelqu'un qui allait me donner de la job continuellement. Donc, c'est la première fois que je me suis fait un présentoir avec les types de papier. Je me suis fait un plastique, un plexiglas que je t'allais acheter. Je m'en J'ai rappelle. collé les papiers dessus. Puis, je suis allé démarcher directement les dealers pour dire, hey, je fais des vitres teintées automobiles. Je suis disponible quand tu en as besoin. Voici le prix que je te charge. Si jamais tu as quelqu'un, voici ma carte d'affaires. Appelle-moi. Puis c'est comme ça que j'ai monté mon expérience d'entrepreneur à me faire dire non, je ne suis pas intéressé, j'ai déjà quelqu'un, on a déjà une relation de confiance, t'es nouveau. Puis à bâtir là-dessus, puis à dire, OK, ben s'il faut que je cogne à 40 dealers pour en avoir un, je vais faire 40 dealers, ça me dérange pas. Ben, en parlant de ça t'a pris combien de noms que tu as dû frapper avant d'avoir ton premier oui? Ben, j'ai commencé, pas fou, hein, j'ai commencé à tous les dealers que la compagnie pour qui je travaille était déjà. Donc, j'ai commencé, chaque fois que j'allais chez le dealer avec la compagnie, je disais, hey, by the way, s'ils font pas bien le job, je fais un job, moi aussi, je peux le faire. Ah, fait que t'as commencé ton entreprise puis t'as pas lâché ta job. Exactement. Fait que t'as démarré une entreprise de compétition puis tu continues à être employé chez l'autre. Exact. J'ai fait ça pendant 6 mois. Puis finalement, j'ai le beau vide d'auto qui m'a dit, c'est beau, je vais te prendre. Il dit, je vais te donner ta chance. Les week-ends, eux autres ne travaillaient pas. Il dit, je vais te donner tous les week-ends. Puis ça a commencé OK. comme ça. Puis après ça, j'ai eu le Vitro Plus. Puis après ça, j'ai eu le Volkswagen. Après ça, j'ai commencé à avoir des dealers. Parce qu'ils se connaissent, puis ils se parlent. Puis j'avais OK. j'avais une référence. Je pense que le plus dur, c'était d'avoir le premier pour Mhm. dire, hey, j'en fais là. Puis après ça, tous les prochains, hey, guys, je fais eux autres aussi, juste pour vous laisser savoir. J'utilisais l'autre comme levier Mhm. pour avoir d'autres contrats. Ouais, fait que, mettons, quand tu rencontres quelqu'un d'autre, hey, lui, c'est mon client déjà, c'est Exact. comme ton proof of success, si on veut. Exactement. Si t'es pas confiant ou quoi que ce soit, appelle-le, puis il va te dire que c'est Exactement. job. Après ça, j'ai fait docteur du pare-brise. Il y en avait un à la salle anciennement. OK. J'ai commencé à faire des vitres teintées au docteur du pare-brise qui a mené à mon deuxième appartement, qui a mené... C'est toutes des relations que j'ai bâties qui m'ont amené à plein d'autres choses par la suite. Là. Puis est-ce que, tu sais, on parle c'est de la vente, là. Veux pas, tu sais, c'est comme dans n'importe quoi, il fallait que tu vendes ton service d'installation, de pose de vitres teintées, tout ça. Après cette expérience-là avec les vitres teintées, ça a été quoi ta suite? Comment ça s'est fini? Comment ça s'est transitionné? T'es allé dans quoi après? Bon, il y a eu une panoplie de changements entre-temps, mais en gros, initialement, j'ai commencé à faire des vitres teintées. Là, j'ai commencé à en avoir quand même pas mal. J'ai eu un de mes chums qui s'appelle Jordan qui a commencé à travailler avec moi. Il a commencé à me donner un coup de main à faire des vitres Fait teintées. que comme ton premier employé, si on veut. Premier helper. Puis c'est là que j'ai commencé à réaliser que, exactement, c'était un helper, mais c'était comme un employé. Je l'appelais, tu dis pas oui, non, oui, une journée oui, le lendemain il rentrait pas. Puis là, j'ai commencé à dealer un peu avec cette beauté-là d'avoir d'autres personnes à ta charge. Ouais. Entre-temps, j'ai jamais voulu faire une carrière dans les vitres teintées automobiles parce que je me rendais compte qu'après avoir fait 2 autos dans une journée, j'étais tanné. J'avais pas de passion pour ça. J'avais une passion pour chercher le client, le contrat. J'avais une passion pour faire la vitre teintée. J'avais une passion pour la rémunération qui en découlait. Mais j'avais pas de passion à faire des vitres. C'est ça que je connaissais. Donc, j'ai maximisé les connaissances. T'as utilisé ça? Ouais. Puis tu as utilisé ta passion pour la vente pour faire de l'argent, dans le fond. Exactement. Puis, tu sais, ça coûtait cher. Juste m'équiper en papier de vitre teintée, c'est niaiseux, mais ça a coûté 5 000 $. Mais dans ça, tu avais quoi, 17 ans? Exactement. J'étais très jeune. C'était, j'accumulais mes contrats. Après ça, j'avais acheté finalement la compagnie. C'est drôle parce que la compagnie où je travaillais, eux autres, ils m'ont aidé à acheter mes premiers kits de papier. Ils m'ont fronté. Pour vrai? Pour que je fasse leur client. Ah ouais? Fait que, Mais c'est-tu parce qu'eux autres, il y avait trop de business? Ils savaient-tu non. que tu avais ta business? Ils savaient, mais ils savaient que je faisais les week-ends. OK. Ils étaient au courant parce que j'étais très proche de la personne. Il y avait comme un acolyte qui m'aidait, là, un gars d'expérience là, qui me montrait la job. Et puis, oui, ils savaient que je faisais ça le week-end, tout le kit, mais moi, j'y avais demandé. J'ai dit, écoute, il faut que je m'ajoute du matériel. J'ai pas de stock le week-end. Au début, il me donnait ses rouleaux de papier. Il me disait, let's go, vas-y, fais-les. Mais après un certain temps, j'ai dit, non, j'aimerais savoir peut-être mes rouleaux. Donc, ça a levé un flag. Ah, t'en fais plus que ce que tu penses, tu sais. Ouais, ça, lui, il avait le contrôle, c'était ton fournisseur. Mais à un moment donné, ça a juste bien à donner. On a eu une conversation. Il m'a dit, tu sais quoi, fais tes trucs, je vais te vendre le papier, puis regarde, moi, je fais ma cote sur le papier, puis on tourne la page, là.
Ah, OK, cool, quand même. Ouais. Fait qu'au moins, ça s'est bien déroulé. C'est pas parti en guerre. Non, c'est pas une guerre, mais pour revenir à ta question, c'est là que j'ai appris à dealer avec des employés. Et depuis ce temps, et ça n'a pas changé. C'est la même chose, la même dynamique que je réalise que c'est quoi avoir des gens à ta charge. Fait que cette expérience-là, t'as déjà mis la nappe pour commencer à ton expérience, puis ça t'a suivi tout au long. Puis après, t'es vite teinté. Est-ce que tu t'es lancé tout de suite dans le courtage? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? J'étais allé faire un cours de... en parallèle, là, j'ai fait un cours... Moi, je voulais être menuisier. J'ai voulu être menuisier toute ma vie. OK? Donc, c'était un de mes rêves. Je voulais travailler du bois, tabarouette. C'était ma passion. Fait que pendant que je faisais des vitres teintées le soir ou les week-ends, j'allais à l'école pour faire mon cours de menuiserie dans le jour. Fait que j'étais à temps plein. Je faisais ça sur Partenay à Montréal. Fait que tout ça, je voulais faire... c'était une menuiserie, c'était du système intérieur. Ou pour les menuisiers, ils appellent ça système inférieur. Ça dépend comment tu vois ça. Mais j'ai commencé à faire ça. Ouais. Finalement, j'ai commencé à faire du chantier. Puis en parallèle, j'avais ma compagnie. Je faisais les soirs, les week-ends. Je travaillais de jour, comme sur le chantier. Soir, week-end, j'allais faire des vitres teintées. Je traînais mon kit dans mon char. Quand j'avais fini ma job, j'allais faire des vitres teintées. Puis avec le temps, j'ai annoncé à tout le monde tranquillement, un par un, là, j'ai trop de job-in, non, merci. Puis là, tranquillement, j'ai commencé à laisser ça de côté. OK. Fait que ça s'est comme estompé, puis t'as gardé ta job sur les chantiers. Ouais. Tout ça. Puis bon, après ça, ça s'en est suivi. T'as fait tes cours de courtier, t'es devenu courtier. Est-ce que le chantier t'a appris quelque chose sur l'entrepreneuriat ou t'as donné des outils pour la suite? Ouais, j'ai appris beaucoup sur le chantier. Bon, on s'entend que ça va faire quand même comme 10-15 ans là, quand j'étais sur le chantier. Donc, c'est peut-être une dynamique qui était différente. Mais quand j'étais sur le chantier, il y avait beaucoup... il y avait une grosse camaraderie sur le chantier. Ouais. Mais j'ai appris l'importance de traiter ton monde correctement. Parce que sur le chantier, nous autres, en tout cas, dans notre compagnie, c'était tout le temps, si tu rentres pas, t'es un pourri. Si tu fais pas de l'over quand je te le demande, t'es pas bon. Si jamais t'es un lâche, c'était tout le temps très, très négatif. Puis très, très, tout le temps te taper sur la tête si jamais tu fais pas ce que ton boss, dans le fond, te demande. Puis moi, j'appréciais pas ça. Puis je me disais, tabarouette, je travaille corps et âme ici. J'arrive ici à 5 h le matin, je pars à 5 h le soir, je fais de l'over, je vous demande pas rien, je fais ma job. Puis tu sais, une des raisons pourquoi j'avais commencé à slacker les vitres teintées, c'est que je rentrais le week-end à faire continuer les projets de construction parce qu'ils étaient low staff. Fait que les week-ends, je rentrais à temps et demi, j'allais faire la job, je passais la journée le samedi, le dimanche, bang, je rentrais le lundi. Puis dans le fond, je faisais du non-stop sur le chantier. Puis c'était... À un moment donné, tu brûlais la chandelle des deux côtés, là? Oui, puis non, j'ai tout le temps aimé ça travailler, mais ce que je veux dire, c'est... Même les journées, à un moment donné, je vais tout le temps me rappeler. J'étais rendu au mois de mai, je dis à mon boss, au mois de juin, je m'en vais en vacances, je prends une semaine, je m'en vais à Cuba, première fois de ma vie, je suis fou comme la merde. Il dit, crise de lâche, pareil. Je dis, pardon, je m'en vais à Cuba, je te donne des week-ends, des semaines, des soirs, je te donne ça, ça va faire 3 ans que je fais ça non-stop. Je te demande une semaine. Puis tu me réponds comme ça. Puis, fait que, tu sais, qu'est-ce que j'ai appris du chantier? J'ai appris que c'est important une camaraderie dans un environnement, une entreprise ou une équipe, mais c'est aussi important de rappeler à ton monde que tu apprécies ce qu'ils font pour toi. Puis quand ils font des trucs qui sont pas 100%, t'espères plus, de leur dire, mais dans le même temps, ne pas oublier de les remercier pour ce qu'ils ont fait déjà. Là, Puis pour toi, tu nous as parlé pour des vitres teintées, tout ça, t'avais pas vraiment la passion des vitres teintées, plus pour la vente puis l'argent que ça te rapportait. Puis tu as fait une transition au chantier de construction. C'était quoi tes revenus à peu près quand tu faisais tes vitres teintées? Puis quand tu étais sur le chantier, y avait-tu une différence? Déclaré ou pas déclaré? Regarde. Non, mais j'espère qu'il y a le fils qui regarde pas. Mais je te dirais que quand je faisais des vitres teintées à temps partiel, je faisais à peu près 25 000 à 30 000 par année de cash des vitres teintées. Donc, il y a une partie qui était facturée, l'autre partie qui était comptant. Maintenant, après ça, quand j'ai commencé à travailler sur le chantier, j'avais quand même un bon salaire. Là. Sur le chantier, je faisais 26 $ de l'heure il y a 10-12 ans de ça. Donc, c'était très bien, ce qui me rapportait à peu près 60 000 par année. Donc, quand je faisais les deux en parallèle, je faisais 80-90 000 par année. Quand même. N'empêche, là, à l'âge que j'avais, c'était excellent. Là. Wow. Puis là, la construction, tu as fait ça pendant combien de temps à peu près? La construction, j'ai fait ça pendant 4 ans. 4 ans, presque 5. Puis après ça, sur le chantier, mon but, c'était d'être menuisier, oui, mais j'ai toujours voulu avoir un plex que je voulais rénover, acheter, rénover, vendre. Puis moi, je voulais faire des flips. Je voyais ça à la télé, puis j'étais « je vais faire des flips ». Fait que j'ai commencé à faire mon cours de courtier. Les anges de la rénovation?
Ouais, les anges de la rénovation, mais je travaillais, je vais m'en rappeler tout le temps parce que je travaillais dans un fraco à moins 1000 l'hiver au Mount Stephen Club. C'est moi qui ai fait tous les revêtements extérieurs là-dessus avec l'équipe avec qui on travaillait. Puis... Tu me fais penser à tous les gars dans la construction, c'est tout le temps ça. Ah ouais, ça, c'est moi qui ai bâti ça. Exact. Hey, ça puis à chaque fois que je passe devant, je dis à ma blonde, « Hey Audrey, c'est moi qui ai fait ça. » Hey, tu sais-tu, dans cet immeuble-là, il y a un gym, puis ils ont eu un trouble électrique. À tout le temps. Enfin, c'est sûr, c'est moi qui ai bâti. Mais t'es rendu papa, t'as le droit. Exact. Mais je me rappelle, je travaillais au Mount Stephen Club. J'étais dans un fraco au 13e étage à moins 1000 le matin, de 5 h le matin jusqu'à 2 h l'après-midi. Moins 1000, ça, c'était comment tu te sentais? Ouais. Je suis frileux, puis je te jure, au 13e étage, quand le bâtiment, tous les murs sont ouverts, tu as le vent qui passe bord en bord, en plein centre-ville, il fait froid en maudit. Ouais. Puis je m'étais dit, c'est le temps, je suis tanné, je veux pas faire ça toute ma vie. Je vais faire mon cours de courtier, je vais pouvoir acheter des immeubles, les rénover à temps partiel, les vendre, faire mon cash comme ça, puis vivre de ça. Je fais mon cours de courtier. Puis, tu sais, comment ça s'est passé? T'as fait ton cours de courtier pendant que tu étais dans la construction? Ouais, j'ai soir puis week-end. Soir puis week-end. Puis dans ce temps-là, c'était à quelle école t'as fait ça? CEI. CEI. Puis comment ça se passait? La construction, tu me parlais, tu faisais beaucoup d'overtime, les week-ends, tout ça. Mais là, tu avais tes cours de courtier aussi. Ben, les journées où j'avais mes cours, si je ne me trompe pas, le mardi, puis le jeudi, puis le samedi. Donc, le mardi, jeudi, je finissais de travailler à mon heure régulière. Puis les cours commençaient à 6 h jusqu'à 10 h. Puis les samedis, c'était une journée je pense que c'était 10 h le matin jusqu'à 2 h l'après-midi. C'était comme une demi-journée, si tu veux. Donc, je faisais pas de vite teinté, rien dans ces journées-là. J'allais à l'école. Moi, je vais tout le temps me rappeler. J'arrivais à l'école, j'étais brûlé, mon gars. Je dormais dans la classe. Je faisais rire de moi tout le temps parce que je dormais. À 10 h, je punchais out. Je m'en allais, je retournais. Fait que j'arrivais chez nous, c'était 11 h. Je me couchais, je me relevais à 3 h. Fait que, tu sais, ça a tout le temps été... Ouais. Tout le temps été un mode de vie assez go, go, go. J'ai une drive que j'ai besoin que ça goal. Sinon, je fais de l'anxiété. Puis, quand j'avais fini mon cours de courtier, j'avais annoncé au gars, j'ai dit, gars, moi, éventuellement, là, j'ai ma licence, là, je vais commencer courtier à temps partiel. Puis ça, quand tu dis au gars, tu parles de tes boss et tout ça, ou les gars avec qui tu travaillais? Les gars avec qui je travaillais, parce que j'avais pas encore donné ma démission là, de la construction. Quand j'ai commencé courtier, j'ai fait pendant 4 mois, j'ai fait temps partiel. Puis j'allais travailler. Après ça, le soir, je faisais mes appels de sollicitation. Mes week-ends, j'essayais de faire des visites quand je pouvais. Puis après ça, mais j'ai jamais rien eu comme transaction. L'immobilier, c'est à temps plein. Là. Tu peux pas faire temps partiel, là, ça marche pas. Puis j'avais dit aux gars, les gars, je vous le dis, je vais faire la courtier, je vais acheter des blocs, je vais rénover, je vais revendre. Puis les gars me disaient tout le temps, ouais, c'est ça, tu vas devenir un requin, hein. Puis j'étais, ouais, il me semble que c'est rough. C'est la perception que les gars y avaient de aussitôt que t'es courtier, t'es un requin, t'es un pas bon. Ouais, t'es un casseur, c'est la vision que pas mal les gens. Tu marches dans la rue, tu demandes à quelqu'un, hey, tu penses quoi d'un courtier? Ben, les premiers. Ben, aussitôt que tu parles de vente, t'es un pas bon. Pourtant, si tu regardes autour de toi, là, il y a quelqu'un qui a vendu tout ce qu'il y a ici, là. Sans un vendeur, quelque part dans le décor, t'aurais rien, là. Tout simplement. La vente fait partie intégrante de notre quotidien. Quelqu'un qui t'a vendu ta maison où tu habites, quelqu'un qui t'a vendu ton auto, quelqu'un qui t'a vendu tes meubles, quelqu'un qui t'a vendu ton linge. Mais pourtant, c'est des requins. Moi, déjà là, j'étais déjà off la mentalité de construction. Parce que j'étais comme, non, je vois la vie différemment. Fait qu'au mois de décembre, je vais toujours me rappeler 18 décembre 2015, si je ne me trompe pas. Mais je sais que c'est 18 décembre. Je sais que c'est 18 décembre. C'était les vacances de la construction. J'ai dit à mon boss, c'est les vacances. Ben, je te donne mon 2 semaines, je ne reviens pas après les vacances. Je m'en vais full-time en immobilier. J'avais 30 000 $ de dette. Tu avais 30 000 $ de dette à cause de ton début en immobilier? Pas nécessairement. Oui, le début en immobilier a coûté des sous, mais j'arrivais pas nécessairement à payer mes comptes, mes affaires. C'était pas si facile que ça. Je venais de rencontrer ma femme avec qui je suis aujourd'hui. Ça faisait pas si longtemps. On faisait des voyages. On avait une couple d'affaires. Puis on avait dépensé. Tu sais, tu étais à temps plein dans la construction, à temps partiel dans le courtage. Comment ton début s'est passé? Tu sais, parce que dans la construction, tu es un employé, tu n'as pas tant de latitude et tout ça. Tu sais, tu as rejoint une agence. Comment ça a marché dans tes débuts? Tu sais, tu disais que tu travaillais les week-ends, ta sollicitation. Tu étais avec quelle agence? Tu faisais quoi? Ouais, bon, j'ai fait de juillet à octobre chez Sutton, à la salle, Sutton Clodem. À un moment donné, j'ai reçu un message d'un directeur d'agence. Il dit, hey, j'ai quelque chose pour toi, viens me voir. OK, parfait. Je vais le voir. C'était chez Remax Dynamique à Verdun. J'arrive là, il commence à me faire son speech, le kid, sur le champ, j'ai dit « let's go ».
c'est beau, on se lance. En fait, ce qu'ils m'offraient que les autres m'offraient pas, c'était un encadrement puis du coaching. Chez Sutton, quand j'avais commencé, c'était t'es laissé à toi-même, débrouille-toi, fais qu'est-ce que tu veux. Puis moi, ben, quand tu sais pas quoi faire, elle me dit prends le téléphone. OK. Je dis quoi? Je fais quoi? Ouais. Fait que je faisais mes appels de chez nous, sur ma laveuse, en train de faire des appels dans mon petit 4,5. C'était vraiment tough. Quand j'ai commencé chez Remax avec François Tremblay. Tu as commencé au mois d'octobre? J'ai commencé au mois d'octobre, mais j'ai officiellement donné ma démission au mois de décembre. Donc, disons que j'ai commencé officiellement au mois de janvier. Là. Ouais, mais tu étais quand même t'étais quand même dans le courtage, si on veut, là, à ce moment-là. Puis tu faisais ta sollicitation. Puis quand tu as changé chez Remax, as-tu vu une différence? Qu'est-ce qui s'est passé, j'ai vu une différence, mais c'était pas à cause de l'agence. J'ai vu une différence par l'encadrement qu'on m'a donné. On m'a donné un agenda, on m'a donné des scripts d'appel. On a fait des blitz d'appel avec moi qui me disaient « OK, viens, on va le faire ensemble. Dis ça, OK, fais ça. » Bang, il me coachait. Puis était là la grosse différence. Puis je pense que c'était vraiment le dirigeant d'agence qui a fait une énorme différence et non pas l'agence sur autre. Si j'aurais eu cette attention-là dans une autre agence, j'aurais été en mesure de me développer. Mais j'avais pas ça. Puis la personne qui était ma dirigeante était pas mal plus vieille que moi, était ailleurs dans sa carrière. Elle avait pas... c'était pas la même chose. La vision était pas pareille. Ouais, lui, il était plus jeune, il était dynamique, il était fun, tu sais. Puis moi, je me voyais, OK, good, je me vois plus dans cet environnement-là. OK. Moi, de janvier, j'ai commencé. Je travaillais fort, mon gars. Je faisais 8 heures d'appel par jour à tous les jours, 6 jours semaine. Puis, donc là, quand tu as donné ta démission en décembre, tu avais 30 000 $ de dette. Puis là, tu te lances à 100% dans l'immobilier. Puis t'as pas dans l'immobilier, tu n'es pas payé tant que tu fais pas de vente. Là. Ah ouais, mais j'avais prévu le coup. J'avais fait une demande de marge de crédit de 20 000 avant de lâcher ma job. Ça a passé? Oui. OK. Fait qu'on était 30 000 dans le rouge, puis on s'est rajouté un 20 000 de disponible. De marge disponible. Je me suis dit, au moins, s'il y a quelque chose, j'ai un peu les reins un peu plus solides. Quand c'est dans le rouge, absolument, on parle pas des reins solides, là, mais c'est bon. Mais je comprends ce que tu dis. Tu vois, encore, j'ai toujours eu ma vision que le monde dit que ça prend de l'argent pour faire de l'argent. Oui, mais c'est pas obligé d'être ton argent. Ouais. Ça peut être l'argent de quelqu'un d'autre, ça peut être... Tout dépend de comment tu vas la rembourser, cette somme-là. Si tu as un plan de match et un plan d'action en place pour le rembourser, je vois pas de mal à prendre une dette puis le repayer. Mais je pense que c'est ça aussi l'avantage avec en temps en vente. Tu as le contrôle sur quand tu vas chercher ton argent, combien tu vas chercher, puis à quelle quantité. Quand tu es sur le chantier, ben, un moment donné, les gens, souvent, ils se bloquent. Mettons, ceux qui commencent comme entrepreneurs vont dire « Ah, ça prend de l'argent pour faire de l'argent. J'attends d'avoir de l'argent pour être capable de me lancer à l'eau. J'attends aussi, ou tous mes billes, ils rentrent. Je peux pas me lancer à l'eau à 100% en immobilier parce que mes billes, ils rentrent. » Ouais, mais qu'est-ce que tu fais dans tes soirs, tes week-ends? C'est quoi tu fais avec ton argent? Quand tu demandes une carte de crédit ou une marge de crédit, c'est-tu dépensé pour des restaurants ou c'est pour pousser ta business? Pour acheter des ads en ligne, pour avoir des clients. Tu comprends? À un moment donné, c'est une question de décision. Puis je pense que quand on revient sur le sujet entrepreneur, qu'est-ce que tu vas faire avec tes sous puis avec les décisions que tu vas prendre va déterminer si tu es un bon entrepreneur ou non, point final. Oui, ben c'est drôle que tu parles de ça puis que c'est important ce que tu vas faire avec l'argent. Parce que il y a quelqu'un qui, il n'y a pas longtemps, a posté sur Facebook, ça fait 2 ans qu'il a arrêté de fumer. Puis dans l'application ou dans le truc, ça disait, bon, t'as économisé tant. Puis cette personne est comme, où cet argent-là? Elle finit par la dépenser quand même ailleurs. Mm-hmm. Est-ce qu'elle l'a utilisé? Oui, elle a arrêté de fumer. Oui, elle a économisé tant sur les cigarettes. Mais si tu la dépenses dans d'autres choses, qui n'est pas productif ou qui t'amène pas ailleurs, ou si tu le mets pas, par exemple, c'est pour dire que tu l'as économisé, est-ce que quand tu as arrêté de fumer, tout l'argent que tu mettais dans les paquets de cigarettes, tu le prenais, tu le mettais dans ton compte de banque, puis tu l'économisais, ou est-ce que tu fais juste la prendre puis la déplacer ailleurs? Il y a rien qui... On le déplace tout le temps. Il n'y a rien qui va se créer, il n'y a rien qui va s'inventer. Si tu vas juste le prendre puis le changer pour autre chose, puis c'est ça qui va faire en sorte que tu vas avoir des résultats ou non. Puis l'argent, c'est pas limité. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de barème. Le monde dit, j'ai pas d'argent, je vais pas aller, je vais pas faire ci, je vais pas acheter ça. Je te garantis que quand tu as une idée assez forte dans ta tête, tu trouves l'argent, tu trouves les solutions. Si je te disais que chaque immeuble que j'ai acheté, initialement, j'avais pas d'argent dans mon compte de banque. C'est drôle. Ben, je te crois que j'étais là, mais... Exactement. Chaque immeuble que j'ai acheté, on parle des mises de fonds de plusieurs centaines de milliers de dollars. J'avais pas l'argent dans mon compte. Pourtant, j'ai toujours dit, je vais passer à l'action. Puis tu sais quoi? Je vais figurer la solution après. Là, le monde dit, ouais, mais ça n'a pas de bon sens. Et tu vas trouver ça où? Il y en a partout de l'argent. Mm-hmm. Il y en a partout. Regarde autour de toi, il y en a partout.
mais c'est où toi tu vas mettre la tienne. Puis c'est ça de la vente un peu. Comment est-ce que je vais être capable d'aller remplir un besoin puis d'aller chercher les sous que j'ai besoin pour faire mes acquisitions. Vendre l'idée, tu sais, c'est pas vendre un produit, c'est plus vendre l'idée que Exactement. ça va fonctionner. Je pense où j'habite dans un 4 logements en ce moment à La Salle. Mm-hmm. Quand j'ai fait mon offre d'achat, j'avais littéralement, je faisais même pas un an que j'étais courtier immobilier. Là. Ça faisait 8 mois que j'étais courtier. Et puis, je fais mon offre d'achat, je regarde la mise de fonds. C'est un triplex aux yeux de la ville. J'avais besoin de 10 de mise de fonds, plus un autre 60 000 de réno. J'ai besoin de 100 quelques mille. Faut oublier, j'avais moins 30 000, plus une marge de 50 000. Je fais une offre d'achat, j'ai pas à 10 000 dans mon compte de banque. Là. Ouais, puis ça fait t'es travailleur autonome, ça fait moins de 2 ans. Je suis à moins 30 000 encore dans le compte de banque. J'ai pas encore reçu un chèque. Mais t'es à moins 30 000, t'es un travailleur autonome. Les travailleurs autonomes, c'est moyenne 2 ans. Ça fait pas 2 ans que t'es courtier. Mon courtier hypothécaire, il me dit, Dominique, je vois pas comment je vais te faire passer ça. T'as pas d'historique. J'ai dit, écoute, voici les revenus les transactions que j'ai finalisées qui vont se percevoir d'ici tant de temps. Si je prends 100% des sous, je vais être capable de les mettre là. Voici. J'ai montré un profil de mon courtier hypothécaire, on l'a présenté. Contre toute attente, ça a été accepté. Puis là, j'ai eu mon acte de vente qui était supposé être au mois d'octobre. Puis j'étais obligé d'appeler pour dire, gars, je peux-tu dépasser de 2 mois? Pas parce que j'avais des imprévus, parce que j'avais pas l'argent. Parce qu'il n'avait pas ça encore. J'avais pas encore su l'argent. Mais c'est un peu ça, la mentalité entrepreneur. Je pense que c'est de voir des solutions au lieu de voir des problèmes. De trouver tout le temps une alternative, d'être créatif, puis de changer un peu de la manière dont les choses sont faites actuellement. Là. De ce que je comprends de ce que tu me dis, même si tu te fais dire non, même si si tu y crois assez fort, tu vas être capable de faire que ça arrive. Puis je vais toujours me rappeler une soirée que quand je venais de commencer à être courtier, ça faisait peut-être 5-6 mois. Genre, dans ton bureau, on est en train de travailler, finaliser des dossiers. Je ne me rappelle exactement, on fait des appels à gauche, à droite. Puis justement, un nouveau Plex qui sort. Puis ça faisait un bout que je te parlais, moi avec, je vais m'en acheter un Plex, puis c'est, puis ça. Puis tu me dis, ça me fait un offre. Puis je dis, là, Dominique, je peux pas faire ça, j'ai pas la mise de fonds. Puis là, tu m'as regardé, tu as dit, non, il dit, fais l'offre. Il dit, on trouvera après. Puis je vais toujours me rappeler du feeling que j'ai eu quand j'ai fait l'offre. Tu l'as fait pour moi, là, mais parce que tu me représentais. Ça a été envoyé, tu attends la réponse. Mais dans ta tête, tu es déjà, OK, mais si c'est accepté, il faut que je fasse d'autres argent. Fait qu'il faut que je me mette à faire plus d'appels, il faut que je me mette à faire plus de ça, il faut que je mette ça en place. C'est ça qui me drive. Puis ça même, sans vouloir que, tu sais, je veux pas, même si on a une personnalité quand même assez différente là-dessus, ça m'a drivé. C'est quelque chose que tu es humain, que faut que tu trouves une solution. L'humain va toujours réagir comme ça. Puis ce qui m'a permis à me donner, entre guillemets, un coup de pied dans le cul un peu plus, encore, pour acheter le prochain immeuble qu'on a acheté ensemble. Mais pour revenir à toi, Dominique, là, tu t'es toujours mis des bateaux. Toi-même, tu t'es mis dans la marde, si on veut, à chaque fois pour faire des acquisitions. De la bonne marde. De l'endettement pour aller en faire plus après. Tu viens de devenir courtier, tu viens d'acheter ton premier Plex, tu es encore dans le rouge. Comment ça s'est déroulé par la suite pour toi, l'évolution? C'est ta première année en courtage. C'est pour que tu aies pu démontrer à la banque que tu avais l'argent pour acheter ce Plex-là sans l'avoir, qui était en pending, comme on appelle dans le domaine, que c'est finalisé, mais c'est pas notarié encore. Tu avais fait combien, mettons, ta première année? Première année, j'ai fait 130 000 en tant que courtier, finalisé dans mon compte. J'avais du pending pour l'année d'après. Puis, année après ça, j'ai pas mal doublé à chaque année. Deuxième année, j'ai fait 300 000, après ça, 450 000. Après ça, ça montait comme ça. Mais j'ai toujours gardé la même... Ça montait pas juste parce que j'étais courtier. Ça montait parce que je gardais la même flamme que du début. En voulant dire que les efforts que je mettais, les appels que je faisais, la scrap dans laquelle j'étais, dans ma tête, j'étais toujours au même endroit. Même si j'avais des sous, je prenais l'argent puis j'achetais quelque chose. Fait que tu te mettais dans un endroit pour toi-même où est-ce que ton compte de banque était tout le temps vide. Encore aujourd'hui, guys, je suis cassé comme un trou. Mais ça fait partie de mon modèle. Ce que je fais, c'est que, tu sais, j'ai beaucoup d'immeubles aujourd'hui. Mais dans mon compte, il n'y a pas beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce que je prends l'argent, je la réinvestis tout de suite dans un immeuble, puis ça me remet dans le mindset de « OK, il faut que je travaille pour aller
pour aller chercher un autre. Puis tu le vois un peu, tu sais, là, on a acheté, mettons en termes de chiffres, là, on va donner des chiffres. Avec les dernières acquisitions, on va se retrouver à pas loin de 100 logements en ce moment. Un petit peu moins. Ouais. 92 logements actuellement. On a acheté la Violette ensemble, c'est un 15. On l'a optimisé, etc., etc. Là, moi, je suis en processus d'acheter un 22 logements qu'on va subdiviser, qu'on construit un autre 22 logements. L'argent que j'ai, ça en va déjà pour acheter le 22 logements. Il y a un 12 qui vient de sortir sur le marché. On a fait un offre. On a fait un offre qui est accepté. L'argent qu'on a est déjà dans 2-3 autres projets. Pourtant, on a fait un offre sur un autre immeuble parce qu'on le sait qu'on va trouver les sous puis on va le faire fonctionner. Même si il y a des gens qui ont besoin de montrer qu'ils font de l'argent. Il y en a pour qui c'est important. Moi, c'est pas important pour moi. Je ne suis pas au matériel. À savoir, mon compte de banque est vide, mais je suis millionnaire à plusieurs reprises avec la valeur nette. En valeur nette. Ton net worth, avec tous tes actifs. Juste en liquidité qu'il y a dedans mes immeubles que j'ai sorti de mes poches pour acheter sans l'équité sur les bâtiments. Fait que, mais ça se voit pas, ça. Oui, puis ça se compte pas. Ça me fait penser à l'entrevue de Luc Poirier qui disait qu'il valait entre 500 millions à 1 milliard. Et puis là, il dit, le monde, ils ont réduit un peu, mais parce que ça, c'est avec toute l'équité qu'il y a sur les bâtisses. Là. Mais en valeur nette, mettons, de liquidité dedans qu'il a mis, ça va déjà être un gros chiffre. Puis tu sais, le gars comme Luc Poirier, bon, il a son garage, mettons. Il a ses trucs. Mais tu le vois, là, le gars, il n'est pas extravagant. Là. Il est habillé avec un chandail polo bien régulier, puis il y a une montre bien régulière, puis il y a des gens qui ont besoin de le montrer, puis il y en a d'autres qui n'ont pas besoin. Puis je pense que tout le monde a ses propres visions, puis tout le monde fait ce qu'ils veulent avec leur argent. Mais moi, ça me motive quand mon compte est vide. On va dire ça de même. Puis en étant sur le sujet, ton compte il est vide, mais tu dis que tu vaux plusieurs millions. Ouais. Mettons, en valeur d'immeuble, tu estimes que c'est à combien environ? C'est exemple, je regarde combien qui valent moins les hypothèques. Ben, ta valeur nette, combien ça vaut? Là? Combien de valeur? En immeuble, 4,8 millions à 5,3 peut-être. Net, que demain j'ai vend, je sais que j'ai ça. Fait que ça c'est juste en immeuble sans compter sur quoi on travaille en ce moment là. Ouais. Fait que puis c'est ça qui est ce que je remarque, c'est toujours une question de perception aussi. Pour toi, ta perception, c'est que ton compte est vide. Puis c'est drôle, je parlais avec quelqu'un il y a pas longtemps qui me parlait que même chose avec Robert Kiyosaki, père riche, père pauvre, même chose pour lui. Tu sais, c'était toujours pauvre, mais il y avait des valeurs nettes, il achète de l'immobilier, puis ainsi de suite. Puis dans ton parcours... Attends. On revient sur... T'as-tu lu le livre, Père riche, Père pauvre? J'ai pas lu celui-là, j'ai lu l'autre. Est-ce que tu sais pourquoi c'est Père riche, Père pauvre? Ben parce qu'il y avait son mentor puis il y avait son père. Oui, OK. Mais, je pensais que tu disais que c'était Père riche, Père pauvre parce que son père, il restait pauvre. Non. Okay. Non. Il y a un père qui est pauvre, mentalité de pauvre, puis un mentalité de riche. Il y en a un qui fait des investissements. Supposément que tu savais que j'ai entendu entre les branches que c'est toute une histoire montée, ça. Mais ça se peut. Il n'y a aucun de ces deux pères-là qui existe. Que ça a été un coup marketing. Je serais pas surpris. Je sais qu'on divague, mais... Je serais pas surpris. Parce que avoir une histoire derrière ça, c'est comme avoir quelqu'un qui... C'est comme quand on parle de la vente, OK? Tu dis tout le temps, tu nous coaches tout le temps de... Fais pas juste dire quelque chose à ton client, montre-lui. Fait que pour lui, pour être capable de te le montrer, c'est monter une histoire, si on veut, pour te le montrer, pas juste te dire « Hey, c'est ça que tu dois faire ». Fais ça, c'est le même, ça fonctionne, puis ça va fonctionner à cause de ça. Il s'est monté une histoire qui peut te montrer. Il s'est monté un livre que les gens peuvent se rattacher à cette histoire-là, puis ils peuvent se voir dans ce personnage-là. Tu sais, si tu dis « Ah, moi, j'ai fait ça, est-ce que tu serais plus attaché, tu serais plus partant? » Tu sais, moi, j'ai fait ça, fais ça comme ça va fonctionner, tu vas faire de l'argent, c'est le fun. Ou tu te mets dans une histoire où est-ce qu'il y a peut-être plus de gens qui peuvent relate puis se mettre dans ces chaussures-là ou penser que cette opportunité-là est disponible pour eux. Mais tu vas être capable d'être chez une... Mais moi, je me suis senti violé, là.
au fil des années, j'ai toujours pensé que les deux pères existaient pour vrai. J'ai toujours pensé qu'il y avait un nom, ces personnes-là. Ah non, c'était juste une parenthèse. Mais pour lui, c'était peut-être deux personnes qui voyaient dans sa tête puis qui se comparaient à ça. Tu sais, encore là, c'est une question de perception. Tu peux voir quelqu'un comme un mentor, puis quelqu'un d'autre peut le voir comme quelqu'un qui rapporte rien comme valeur, puis ainsi de suite. Peut-être que lui, il voyait son mentor, qu'il n'était pas proche. C'est, je sais pas, moi, qui était ton mentor quand tu étais plus jeune, que tu n'avais pas accès, mais que tu écoutais toutes ses vidéos, puis, ou que tu t'inspirais de lui? Ben, quand j'ai commencé à être vraiment plus dans le domaine de la vente, puis c'était vraiment Grant, là, encore aujourd'hui d'ailleurs, là, mais dans le début, je lisais beaucoup ses livres. Mettons que tu écris un livre sur ton histoire, tout ça, tu pourrais parler de Grant sans dire son nom, comme ton père qui t'a mentoré à travers tout ça, même si tu n'as jamais été en contact avec lui. C'est une question de perception. Pour toi, tu le voyais comme c'est lui la seule et unique réponse. C'est une figure pour moi qui est comme un père qui est censé me montrer toutes ces choses-là pour que je grandisse. Fait que possiblement que lui, c'est la même chose qu'il a fait, mais je comprends ton point de vue de te sentir. Et puis dire, c'est un des livres les plus lus puis connus. Je sais pas si c'est vrai, mais... En tout cas, la personne qui a fait cet article-là, ça a sûrement fait parler en maudit. C'est un bon coup marketing. Ça, c'est certain. Puis on parlait de quoi là, avant que tu me coupes là-dessus? Tu parlais en fait on parlait quand de mon côté, ça m'aide de me mettre toujours dans une position un peu délicate là, pour avancer. Puis on revient, parce que maintenant, tu as le groupe La Mort. Donc, quand tu nous dis que tu as commencé ta première année, tu as fait 130 000. Après ça doublait, mais tu n'as jamais dit c'est quand que ça arrêtait de doubler. Là? Parce que si je fais des calculs, après 10 ans en immobilier... Ouais, ben, tu sais, mettons, quand j'étais courtier indépendant avec les adjointes, j'avais monté mes revenus jusqu'à 750 000 par année. Fait que la dernière année que tu étais toute seule, tu as fait 750 000, puis tu avais combien d'adjointes? 2 adjointes temps plein. 2 adjoints temps plein. Fait que ça a été comme ton pic seul. Mon pic seul. C'est là où j'ai maximisé mes revenus. Parce que c'est beau le gros revenu brut, là, mais ce qui est important, c'est ton net. Ouais. Puis c'est dans cette année-là que j'ai eu mon plus beau net parce que j'avais pas beaucoup de dépenses. Beaucoup de transactions, pas énormément de dépenses. Après ça, j'ai pris l'initiative de mettre en place une équipe. 1, j'étais tanné de tout seul. 2, je voulais redonner un peu au monde proche de moi. Puis 3, ben, je voyais à long terme. Moi, je me disais, j'ai pas envie de gauler comme ça toute ma vie. Je veux avoir peut-être des gens avec qui m'entourer, qui, après un certain temps, je peux déléguer du travail. Finalement, pas ça du tout. Mais, mais dans ta personnalité, tu as toujours tes travails. Tu travaillais sur la construction, tu avais ta vie de teintée, puis tu faisais du courtage, tes cours de courtage. Tu as toujours fait plein d'affaires en même temps. C'était peut-être plus pour te libérer du courtage, puis travailler sur d'autres projets? Pas nécessairement. Au début, c'était vraiment juste, je voulais continuer à focusser courtage, mais je voulais prendre un peu plus d'expansion. Puis j'ai toujours été très convaincu que seul, ça va plus vite, mais en équipe où ça va beaucoup plus loin. Quand on est plusieurs, on maintient, on est capable d'utiliser nos forces pour aller beaucoup plus loin puis développer beaucoup plus de trucs. Donc, ça, j'avais parti de l'équipe. Puis, c'est ça, point de vue revenu, après ça, ça a continué à augmenter, mais ça pas au même pace. Parce que, veux pas, je pouvais pas produire autant que quand j'étais indépendant, parce que je devais m'occuper des gens. Je peux pas être autant en rendez-vous, autant en train de faire des appels, puisque je dois coacher du monde, je dois m'occuper de plus de staff, plus d'employés, qui fait que mes revenus ont capé plus ou moins, pour moi personnellement, à 1 million. Donc, annuellement, c'est à peu près ça que j'atteins à chaque année. Point de vue courtage. Après ça, au niveau de tes transactions. Là. Transactionnel, OK. Fait qu'en revenu de commission, tu fais jusqu'à 1 million à peu près. À peu près par année, bien sûr, avec les transactions des courtiers et tout ça. Puis c'est ça c'est sans compter les immeubles. Oui, évidemment, ça c'est comme un bonus. C'est deux volets, ouais. Mais sachant que tu fais beaucoup d'acquisitions immobilières puis tu utilises beaucoup tes autres immeubles pour acheter, tu utilises tes refinancements, tes leviers immobiliers pour acheter d'autres immeubles, est-ce que tu en as du cash flow qui rentre? Ça représente à peu près combien en revenus annuellement que tu touches là, réellement? Là, parce qu'on s'entend qu'il y a beaucoup de dépenses. Puis tu sais, n'importe qui, on peut tout le temps parler des gros chiffres, là, mais il y a une réalité, comme je disais tantôt, qui est le net dans tes poches. Oui, mais c'est ça. Le net, mettons, de tes revenus, est-ce que ça te permettrait de vivre? Oui, définitivement. Parce que, mettons, avec les immeubles qu'on a en ce moment, ça rapporte grossièrement 650 000 par année de revenus. Là-dessus, tu enlèves
à peu près un 40% qui s'en va pour ton hypothèque. Ouais. T'enlèves un autre, je te dirais, un peu moins que 40%. Mettons un 30% qui s'en va pour l'hypothèque. T'as, je te dirais, à peu près un 45% qui s'en va pour tes dépenses d'opération. Taxes scolaires municipales, déneigement, entretien, gestion, inoccupation, parce que tu vas avoir des unités vacantes. Fait que de ces montants-là, il te reste peut-être, je te dirais, mettons qu'on fait des chiffrons, là. Ouais, parce que chaque immeuble, c'est différent. Chaque là, immeuble est où est-ce que tu es dans ton différent, immeuble. mais Optimisation. dépendamment d'à quel point tu te leverages, parce qu'il y a des gens qui n'auront jamais rien parce qu'ils se leveragent trop. Ils ont un gros parc, mais moi, j'essaie de garder des liquidités un peu sur tous mes immeubles pour avoir un peu de cash flow. Ça représente peut-être 30% à peu près du 600 000. Oui, exact. Fait que c'est pas énorme. Mettons, je fais peut-être 125 000 par année net de ça. Fait que, tu sais, si tu regardes ça, c'est pas... Il y a un gros brut, mais pas un gros net. Le gros avantage, par contre, avec les immeubles, c'est que c'est passif. Ça veut dire que j'ai pas besoin de faire des appels de sollicitation ou autre. Je suis acheté chez moi, je suis en vacances, je suis dans le sud, je suis à Cuba, je suis en Europe, je reçois mes loyers pareils. Donc, ça, c'est un mode de vie qui est intéressant. Maintenant, je pense qu'il faut que tu travailles fort pour, après ça, faire des investissements qui, eux, vont payer pour ton mode de vie, qui, lui, va être plus passif par la suite. Puis, ta vision avec l'équipe, bon, c'était de redonner, de faire grandir ça avec plus de personnes, on va plus loin, puis tout ça. C'est quoi ton plan de match sur 5-10 ans? Est-ce que c'est de te retirer complètement? Est-ce que c'est un exit pour toi de l'immobilier? Comment est-ce que tu vois ça? Moi, je veux continuer à exploser le volet courtage immobilier, innover, apporter de nouvelles stratégies dans le marché, aider les courtiers à produire plus. Je pense que j'ai une approche qui permet aux courtiers, puis ça a été démontré par les résultats qu'on apporte dans l'équipe, qui permet aux courtiers de se perfectionner, de devenir des excellents courtiers immobiliers, mais de produire aussi plus, tout en donnant le service. On ne s'entend pas produire aux dépens du client, mais produire puis aider plus de familles année après année. Être plus efficace. Plus efficace, exactement, dans son temps, dans ses systèmes, dans les procédures qu'on a en place. Donc, je veux continuer à expandre point de vue courtage. J'aimerais s'ouvrir un bureau ailleurs que juste à Montréal, donc peut-être un à Trois-Rivières, un à Québec, etc. Puis prendre la formule qui réussit déjà, puis de la dupliquer dans d'autres secteurs, parce que pas tout le monde veut descendre à la salle pour venir faire partie de l'équipe. Même de la Rive-Nord à la salle, ça fait du chemin, là. Ah, mais il y en a qui demandent, c'est où la salle? Fait que, tu sais, d'avoir que je puisse continuer un peu à démocratiser l'immobilier au courtier immobilier, puis plus de gens possible. Mais j'aimerais ça mettre en place des variantes aussi, où est-ce que c'est pas juste quand tu es dans l'équipe que tu as accès à ce perfectionnement-là, mais il est accessible en volet coaching, il est accessible pour tout le monde qui veut. Puis je veux montrer aux courtiers qui font partie de mon environnement à planifier leur exit puis à faire de l'investissement immobilier. Parce que si tu arrêtes de travailler comme courtier une journée, tu n'as plus de sous qui rentrent. Tandis que tes immeubles, là, ils restent là, ils continuent à prendre de la valeur, tu continues à être payé. Puis c'est comme un peu souvent les cordonniers mal chaussés. Les courtiers sont dans le domaine, ils font ça pendant 10-15 ans, puis ils n'ont pas un immeuble de barouette. Ouais. Ça fait pas de sens. Tu vends ça tous les jours. C'est comme si jamais je me fais vendre des assurances par un gars qui n'a pas acheté ses propres assurances. Ça fait pas de sens. Tu n'es pas d'avoir de l'immobilier. C'est là que tu es courtier immobilier, tu mets ton argent en bourse. Moi, dans ma tête à moi, tu n'es pas convaincu de ce que tu vends à ton client. Tu n'es pas convaincu du rendement que tu peux avoir. Fait que, il y a ce volet-là. Je veux montrer à mes courtiers à bien investir pour qu'ils voient que le levier de l'immobilier est très intéressant. Fait que ça leur permet de renforcer leur perception puis de pousser là-dedans. Puis des fois, ils me disent, tu sais, j'ai des courtiers qui nous disent je veux pas parce que je veux pas gérer locataire, tu le quittes. Ouais, mais ça veut dire que tu fais pas bien l'immobilier, là. Les locataires ne viennent pas nous voir au bureau, là. On en a une centaine, là, mais ils ne viennent pas nous voir au bureau tous les jours. Avais-tu des idées en tête, des exemples? Ben, ils ne nous appellent pas tous les jours. Là. Je veux dire, quand c'est bien géré puis que tu as des systèmes en place, tout le kit, ou tu as un gestionnaire, il appelle le gestionnaire puis c'est tout. Là. Mais le gestionnaire m'appelle, « Dom, il y a un dégât d'eau, es-tu correct? J'appelle le plombier. » Ouais, c'est bon, parfait. C'est réglé, là. C'est pas... c'est ça. C'est pas qu'est-ce que tu vois à HGTV, là, tu sais. C'est certain. Fait que ce serait quoi, mettons, la prochaine étape ou la prochaine chose que tu voudrais mettre en place pour atteindre cet objectif-là? J'aimerais ça mettre en place un pool d'investissement pour nos courtiers.
Ça fait longtemps que j'en parle, ça fait 2 ans que ça me trotte dans la tête. J'aimerais ça que nos courtiers à l'interne, on soit capable d'avoir un pool d'investissement, de dire, OK, on a trouvé tel immeuble, comme là, on a 12 logements. On a trouvé. Belle opportunité, ça va prendre 600 000 de comptant pour l'acheter. Qui pitch in? Toi. Fantastique. Nous autres, on va s'occuper de le gérer. On va t'enlever tout ça sur tes épaules. C'est juste à mettre ton argent. Mets juste ton argent. Voici ton retour garanti. Voici ce que tu vas recevoir par mois. That's it. C'est de changer, je pense, l'image de l'immobilier pour les gens qui ont un peu d'argent et qui aimeraient ça, avoir ces retours-là, mais qui ne veulent pas gérer. On s'en occupe, on le met en place. D'offrir ça à mes courtiers, je pense que ça serait pour moi un accomplissement pour les courtiers de l'équipe. Wow. Puis, plus loin que ça, tu es encore en train de faire des transactions aussi, tout ça. Est-ce que tu penses, toi, tu parles que ta flamme, ça serait de montrer aux courtiers de comment planifier leur exit, tout ça. Toi, est-ce que tu l'as planifié, ton exit? C'est quoi ton exit? C'est quoi ta vision là, par rapport à ça? Non, parce que moi, je veux pas lâcher. Tu sais, j'ai 31, là. Je veux pas lâcher l'immobilier tout de suite. Je pense que j'ai encore un bon bout à faire en tant que courtier puis en tant qu'investisseur immobilier. Mais plus le temps avance, plus l'organisme du courtage immobilier du Québec met beaucoup de bâtons dans les roues pour les courtiers qui produisent beaucoup de transactions. Donc, je pense qu'il s'enligne plus vers une restriction du courtage à volume. Je vais dire ça, comme qu'il y a dans d'autres régions ou en Europe ou autres déjà. Il y a un certain nombre de transactions que tu peux faire par année. Donc, je veux me préparer à l'éventualité que ça l'arrive. Puis là, j'ai vu dernièrement qu'il y a aussi, avec tout ce qui se passe, les procès aux États-Unis, qu'il y a eu des verdicts qui sont en train de se donner, comme quoi que le courtage, point de vue vendeur, Fait que l'industrie de l'immobilier au Québec s'en vient très, très changeante. Donc, je veux être une personne qui innove dans ce marché-là, puis qui met en place les systèmes pour que nos courtiers soient capables de s'épanouir dans ce qu'ils veulent faire. Donc, ça prend plus de technologie, plus de systèmes, plus de trucs en place qui leur permet de toujours être capable de gagner un mode de vie qui est décent pour les heures qu'ils mettent. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on n'entend pas parler, là, mais un courtier immobilier, c'est pas... Il n'y a pas de 9 à 5 puis il punch, là. Je veux dire, c'est quasiment 24/7 là, non-stop pour des peanuts. C'est ça la vérité. Ouais, c'est tant aussi longtemps que ton téléphone a de la batterie. Hein? Si on parle juste de chiffres en réalité, 9 courtiers sur 10 font entre 8 à 12 transactions par année. Puis 8 à 12 transactions par année, ça représente combien? On parle d'en bas de 100 000 par année. Brut, avant dépenses. Donc, on va parler peut-être dans ses poches de 40-50 000 annuels. Ouais, avec toutes les taxes, les impôts. Mais ils travaillent 24/7, tout le temps, soir, week-end, pas de famille, pas rien. Oui, ils ont tous des gros chars parce que c'est mis dans les dépenses d'entreprise, mais ils sont cassés comme des trous. C'est ça la réalité des choses. Puis c'est une triste réalité. Il y avait le gala Remax depuis il y a 3-4 semaines, au mois de février. 3600 agents chez Remax. Seulement 144 agents avaient fait plus de 150 000 par année sur 3600 agents. C'est fou, là. Puis c'est toujours sur le brut aussi que les gens vont se fier. C'est sur le brut. Puis être courtier, c'est une entreprise. Hein? Fait que c'est nous-mêmes qui gèrent nos dépenses. Ouais. Puis notre situation. Je sais qu'il y a des courtiers qui peuvent faire 1 million par année qui ont 800 000 de dépenses. Ça te fait 200 000 de net. 200 000 de net. Tu peux avoir un courtier c'est très décent, là, tu sais. On va dire mais... vraie chose. Mais c'est comme une entreprise, mettons, qui fait de l'import-export. Elle peut faire 5 millions de chiffre d'affaires, mais dans ses poches, à la fin de l'année, il reste quoi? Oui, mais je prends en perspective, là, le courtier qui fait 1 million par année, qui a 800 000 de dépenses, il fait 200 000 de net. Le courtier qui fait 500 000, qui a 300 000 de dépenses, il fait 200 000 de net. Mais pour faire 500 000, puis pour faire 1 million dans le même domaine en immobilier, celui qui a fait 1 million, là, il en a passé des nuits de bout. Oui, définitivement. Puis tu sais, quand tantôt on parlait de mes revenus, tout le kit, il y a tout ce volet-là qui est jamais discuté. La job, le net, c'est quoi l'ampleur, mais c'est comme un restaurant qui produit 10 millions par année de revenus, mais il reste 8 à 10 % dans ses poches à la fin de l'année. Oui, le gros, le top line, il est haut, mais le bottom line, il est le thumbnail sur YouTube, il est gros, c'est le fun, on regarde ça, mais la réalité, c'est que c'est comme ça, on se cache derrière un écran. Puis en tant que courtier, on est une entreprise, donc oui, on peut parler des gros montants, mais c'est comme tantôt, je te disais les revenus des immeubles. Puis tu dis, 100 000 tabarouettes. Non. Il reste combien?
Il n'en reste pas tant que ça. Sur 600 000, s'il en reste 120, Il n'en reste pas tant que ça. Mais il y a des risques qui viennent avec ça, il y a des impacts, il y a bien des trucs qui viennent avec ça. Fait que je pense qu'il faut toujours que tu grandis ton top line pour que ton bottom line grandisse. Donc, ça va ensemble. Donc, plus j'augmente mes revenus, plus je vais être capable d'augmenter aussi mon bottom line à un certain moment. Mais il ne faut pas juste être impressionné ou viser pour un gros chiffre. Récemment, j'avais une conversation avec quelqu'un qui est directeur de compte. Il parlait d'une entreprise qui fait 4 millions par année, 4,5 millions par année. C'est excellent, mais ils ne sont pas profitables. Ça fait 2 ans de suite qu'ils ne sont pas profitables. Fait que finalement, ils ne font pas d'argent. Même si tu as un volume de vente de 4 millions, waouh, c'est intéressant, waouh, c'est cool, c'est le fun. Mais tu n'es pas profitable. Fait qu'au final, tu ne fais pas d'argent, tu ne peux pas te fier là-dessus. Je lisais un article sur Remax. Remax, il disait que l'année passée, 36 milliards de revenus dans l'entreprise. Fait 8 trimestres d'affilée qui sont dans le négatif. Pourtant, 8 trimestres. Pourtant, il y en a du revenu, là. Ça fait 2 ans? 2 ans. Ça fait que ça veut rien dire. Je pense que... Puis ça revient à ça, être entrepreneur. C'est que, pour clore un peu le dossier, c'est que tu gères des business. Fait que tu comprends un peu, tu as une vision un peu plus large. Tu comprends que quand un client te dit non tout de suite, c'est juste un non reporté. Tu comprends que quand tu as un échec, que c'est juste un échec reporté, puis que il faut que tu en aies des échecs pour avoir des victoires. Tu comprends tout ce volet-là, puis c'est ça, dans mon langage à moi, un entrepreneur, c'est d'être une personne qui est résiliente, qui est capable de dire c'est correct, qui est capable de repousser sa gratification un peu plus loin, de dire ça ne me paye pas tout de suite, c'est pas grave, ça me paye plus tard, puis de prendre des décisions pour qu'est-ce qui apporte le plus de valeur dans ce qu'il veut faire, puis de dire, ben regarde, c'est peut-être moi qui en mange un coup pour là, mais c'est pas grave, parce que dans 5-10 ans, ça va être rentable pour moi. Puis c'était ça, exemple, l'équipe, c'était ça pour moi. C'est-à-dire, je mange un coup, je le sais à court terme. J'aurais pu continuer à être tout seul, puis faire beaucoup plus d'argent. Je mange un coup à court terme, mais tu sais quoi, dans 5-10 ans, ça va valoir la peine. Puis je vais avoir beaucoup... La gratification que moi, je vais avoir eue dans ça va être pas mal plus grande que jamais de rester tout seul. Fait que... Parlant du net, mettons, pour clore tout ça. Ouais. Tu fais 750 000 avec 2 adjointes. Fait que ton net devait être quand même bien. C'était combien à peu près? 500 000. 500 000 de net. Tu as parti l'équipe. Puis là, tu me dis que tu fais à peu près 1 million en transactions par année. Ton net ressemble à quoi maintenant? Ma pire année, ça a été il y a 2 ans, qui était ma plus grosse année dans revenu brut. J'ai fait 60 000 il y a 2 ans. Fait que tu as passé de 500 000 net quand tu étais toute seule à 50 000 net. C'est sûr, j'ai fait des investissements, j'ai fait beaucoup de trucs, mais j'ai investi, exemple, dans un bureau, j'ai acheté un bureau, j'ai rénové un bureau, etc. Fait qu'il y a beaucoup qui est passé là-dedans, mais il n'empêche que ça a mis un stress financier sur moi, ma famille, etc., qui est long à récupérer, puis 100% des risques ont été absorbés par qui? Par moi. Oui, à long terme, ça va être intéressant, mais c'est ça, quand tu dis c'était quoi le net, c'est drastique, là. C'est comme jamais j'aurais pris un kickback de 5 ans, là. Je retourne 5 ans en arrière, là. Quand tu étais dans la construction? Exact. Je retourne, c'est ça, 10 ans en arrière, puis je mange une claque, puis je me dis, garde, non, c'est correct, ça va bien aller. C'est un peu ça. T'as encore la trace. Mais, tu sais, puis il faut clore là-dessus. Ouais. Mais, tu sais, je te donne un exemple. Le projet La Violette qu'on a fait, on a acheté un immeuble 455 000. On a investi 200 000 dedans en rénovation, 250 quasiment. Ouais. Là, on le refinance à 1,5 million. Fait que oui, il y a un gros gain. Mais moi, je me rappelle très bien, quand on a acheté ce immeuble-là, à tous les jours, on se grattait la tête, puis on se disait, qu'est-ce qu'on a fait de tabarouette? Plein de troubles, ça coûte de l'argent, c'est pas profitable. Puis on est comme, non, on va continuer, on pousse la machine, on continue, on le rénove, on optimise, on sort un autre locataire, on fait le ménage. Ça va faire 2 ans et demi quand on fait le refinancement, ça va faire près de 2 ans et demi qu'on est propriétaire, mais on a passé un an et demi à tous les week-ends être là-bas, puis c'est pas fini encore, tu sais. Puis tu sais, oui, il va avoir un beau profit, mais même là, ce profit-là, moi, plutôt, on le voit pas, tu sais. Je veux dire, on va refinancer à peut-être 850 000 pour garder une marge pour pas qu'on soit trop hypothéqué. Puis on trouve pas notre argent, là, je veux dire, on se repaye notre mise de fonds, that's it, puis on prend l'argent, puis on fait un autre projet. Ben, c'est ça un peu un entrepreneur, il repousse sa gratification. Il en prend un petit peu, mais il accepte de dire, regarde, c'est correct, pour là, on a construit quelque chose, mais là, on va passer au prochain. Puis qui sait où ça t'apporte à la fin, c'est un peu gambler avec plus tard. Ouais, mais en même temps, tu as plus de contrôle. Ouais. Tu sais, on se grattait la tête quand on a acheté la Violette.
On se dit, bon, c'est la bonne affaire qu'on a faite, c'est bien des problèmes, pis ça. Mais c'est quoi qu'on a le contrôle dessus? On va aller faire les rénaux nous autres même, on va passer des week-ends là, c'est ça. Qui a fait en sorte qu'à la fin de la journée, il n'y avait pas d'autre exit à part que ce soit pas profitable. Ouais. C'était soit c'est profitable, Puis cet immeuble-là continue à payer. Et là, on ressort notre argent de cet immeuble-là. Fait que on n'a plus d'argent investi dedans. Continue à nous payer à tous les mois. Puis en plus, on a encore du jeu pour acheter un autre immeuble avec. Mais ça, c'est un projet parmi tant d'autres qui ont été faits. Je pense à lui, je pense à Laroche, je pense à Jérôme Malouin qui va être fait. Je pense à plusieurs comme ça. Des projets où est-ce que tu achètes, tu optimises. C'est ça la beauté de l'immobilier. Tu peux pas avoir ça dans aucun autre domaine. Du moins que je sache. Peut-être dans de la vente ou le rachat d'entreprise, ça serait possible. D'acheter une entreprise, optimiser l'entreprise, d'aller chercher un prêt, c'est le seul autre volet que je peux voir que tu peux créer avec ça. Tu n'auras pas ça en bourse, tu n'auras pas ça en achetant des bons d'actions. Parce que tu n'as pas le contrôle, tu peux pas forcer l'appréciation. Exact. Une entreprise, comme je dis, c'est le seul autre volet que tu pourrais créer ça, c'est que tu as une entreprise qui est déficiente, met des trucs en place, optimise, augmente ses revenus, diminue ses dépenses, good, je vais chercher de l'argent. Ça peut être possible. Mais à part de ça, je vois pas. Ben, merci, Dom, d'avoir fait le topo. Yes. On a retourné dans l'histoire. On a eu des chiffres crunchy. Puis sur ça, au prochain épisode. Thank you, guys.